Salut les pétés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cours qui s'intitule Torsure de cohésion. Vous verrez après pourquoi. Et dans cette vidéo de cours, donc on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule Résistance des matériaux. Et dans ce chapitre du programme, en fait, on va faire sauter une des grandes hypothèses qu'on faisait jusqu'alors quand on faisait de la mécanique, c'est le fait que les pièces sont indéformables, puisque bien entendu ce n'est pas le cas. Les pièces se déforment. Et c'est tout l'objet de la RDM, d'étudier les pièces déformables, à quels efforts elles sont soumises, qu'est-ce qui se passe dans la matière, comment est-ce qu'on nomme tel ou tel type de ce qu'on va appeler de sollicitation. Une sollicitation, c'est une forme de chargement type, c'est-à-dire en gros on va vouloir soit tirer la pièce, soit la couper, soit la tordre, on va mettre des noms sur ce type de chargement. Et il faut savoir que la prise en compte de la déformation des pièces est quelque chose d'extrêmement classique en mécanique, puisque lorsqu'on va dimensionner une structure, on sait à quel chargement elle va résister, et on sait que sur tel chargement, on va avoir une déformation d'une certaine grandeur. Par exemple, sur le pont Mathilde de Rouen, qui est un pont plat classique, une fois l'achèvement des travaux atteint, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un test pour venir vérifier si les calculs qu'on avait fait étaient bons. On est venu charger le pont avec 816 tonnes, en gros des camions chargés de cailloux. Et on est venu mesurer ce qu'on appelle la flèche, c'est-à-dire la plus grande déformation au milieu du pont. Et cette flèche mesurait 25 cm, ce qui était conforme à ce qui avait été calculé. Et ce n'est évidemment pas grave, puisque bien entendu, plus une structure est grande, plus la déformation sera grande, mais enfin c'est tout à fait normal. Les déformations sont proportionnelles aux dimensions des structures. On peut avoir des pièces qui sont très petites, qui se déforment très peu, ce qui est tout à fait logique. De la même manière, le pont de Normandie, lorsqu'on l'a chargé avec sa charge maximale, la flèche au milieu du pont était de l'ordre de 1 mètre. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire un petit aparté sur la mécanique des milieux continus, parce qu'il faut savoir que la RDM tout seul, en fait, fait partie d'une théorie beaucoup plus générale qu'on appelle mécanique des milieux continus, qui sera étudiée en école d'ingénieur, en troisième année de licence et en master. Et en fait, cette mécanique des milieux continus, en fait, c'est elle qui définit en gros toutes les lois de comportement liées à la mécanique dans les matériaux dits continus. Et cette mécanique de milieu continu, elle sert de base à tous les calculs numériques et les simulations. Là je vous affiche actuellement un certain nombre de simulations réalisées par le logiciel Abacus, qui permet de faire tout un tas de logiciels différents, que ce soit donc mécanique avec les efforts, les déformations, les déplacements, ou thermique, ou vibratoire, ou mécanique des chocs, ainsi de suite. Et en gros, cette mécanique des milieux continus, elle va définir comment les pièces se déforment, comment les matériaux subissent des efforts et quel type d'efforts. On définit tout ça là-dedans. La mécanique des milieux continus, elle définit aussi tous les liens qu'il y a entre les efforts et les déformations et les déplacements, puisqu'on fait un distinguo entre les deux, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Et du coup, elle permet de faire ce type de simulation. Alors, il faut savoir que nous, le calcul par élément fini, alors pourquoi est-ce qu'on appelle calcul par élément fini? Parce qu'un ordinateur n'est pas capable de faire une infinité de calculs, il fait que des calculs en nombre fini. Le calcul numérique, c'est donc on est dans le domaine discret, on n'est pas dans le domaine continu. Et en gros, comment se fait un calcul élément fini? On prend un volume défini dans un logiciel de conception assisté par ordinateur. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ce volume, on va le discrétiser, on dit qu'on fait un maillage, c'est-à-dire qu'on va décomposer le volume en un ensemble de petits volumes, des tétraèdres en général. Un tétraèdre, c'est un petit volume à base triangulaire avec 4 sommets. Et ces tétraèdres, donc ils vont constituer donc des millions de tétraèdres, qui vont constituer le volume. Et qu'est-ce qu'on fait? On va définir en fait ce qu'on appelle les conditions limites, c'est-à-dire les endroits où c'est encastré, les endroits où on se déplace, les endroits où on met un champ de température, les endroits où on met un champ d'effort, ainsi de suite. Et la mécanique des milieux continus va définir toutes les lois dans le logiciel, et le logiciel va calculer en chaque point et à chaque instant la position de chaque point de tous les tétraèdres, la température de tous ces points, les déplacements, les efforts et ainsi de suite. Et à partir de là, on est capable d'afficher via notamment un champ une représentation couleur,
Donc on définit un champ de couleurs du bleu au rouge, du plus faible au plus intense. Et en fait ce qu'on représente, c'est soit la température, soit les efforts, soit les déplacements et ainsi de suite. Et on est capable comme ça, c'est des images qui sont très classiques qu'on voit partout, on est capable comme ça de calculer tout un tas de paramètres différents dans des situations tout aussi différentes. Et la RDM de tout ça, me direz-vous, c'est pas compliqué, nous on va poser les bases de toute cette théorie. La théorie de la RDM, on appelle aussi ça la théorie des poutres. Pourquoi? Parce que nous, à notre niveau Bac+2, on va se limiter aux pièces de type poutre filiforme 1D. Pour ce qui est du calcul d'éléments finis, c'est pas au programme, on peut juste l'aborder un petit peu en TP au travers des projets que je vais vous proposer. Donc on est parti. Qu'est-ce que c'est qu'une poutre? Donc une poutre, c'est pas compliqué, comme je vous l'ai dit, on part sur quelque chose de très simple. On va considérer uniquement donc les pièces mécaniques appelées poutres qui ont une dimension prépondérante devant les autres. Donc en gros la dimension longitudinale, ça va être l'axe de notre poutre, et les deux dimensions transverses vont constituer en fait la section de la poutre. La section, elle pourra être pleine ou creuse, elle pourrait être cylindrique ou rectangulaire. On peut définir d'ailleurs d'autres types de sections. Ici vous avez des poutres de charpente en structure métallique en H ou en I. C'est également quelque chose qu'on va pouvoir calculer à la main. Pour pouvoir dimensionner et déterminer donc comment vont se comporter nos pièces mécaniques de type poutre, on va maintenant poser un modèle, comme toujours. Et la modélisation des poutres se fait de la manière suivante. On pose un repère sur notre pièce. L'axe X est toujours l'axe de la poutre, quasiment toujours. On va définir donc la section S qui est en général constante, dans 99% des cas. S, donc qui peut être, comme j'ai dit, de différentes natures, circulaire ou pas. Ensuite vous avez G, le centre de la section de notre poutre, qui va parcourir ce qu'on appelle la ligne moyenne ou la fibre neutre, qui se déplace donc d'un bout à l'autre de la pièce. Et puis comme dit, L, donc la longueur de la poutre, sera très grande devant la section, par hypothèse. Et justement, en parlant d'hypothèse, la théorie de la RDM, théorie des poutres, comprend un certain nombre d'hypothèses qu'il va falloir admettre et bien avoir en mémoire lorsqu'on va faire des exercices de RDM. Première hypothèse, c'est sur les matériaux. Les matériaux doivent être continus, homogènes et isotropes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Continu, bon ça c'est évident. Si vous avez un trou dans la pièce, forcément vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de calculs. Donc on considère que la pièce est un seul morceau. Homogène, ça fait référence au fait qu'il ne doit pas y avoir de discontinuité de matériaux au sein de la pièce. Là vous avez par exemple représenté la section d'un béton qui est non homogène avec des agglomérats de cailloux, de sable, et donc une non-homogénéité du matériau. Donc nous c'est quelque chose qu'on ne va pas avoir, on va considérer toujours que nos matériaux sont homogènes. Et les matériaux devront être également isotropes. Isotrope, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les caractéristiques mécaniques des matériaux seront indépendantes de la direction dans laquelle, de la direction qu'on considère, direction de l'étude. Un matériau non isotrope, c'est par exemple tout ce qui est matériau fibreux. Le bois, une peau de banane par exemple. Le bois, par exemple, si vous le tranchez dans le sens de la fibre, il va s'ouvrir très naturellement. Vous voulez le couper dans le sens transverse, il va falloir mettre un sacré nombre de coups de hache pour pouvoir le couper. Une peau de banane, notre cousin tout poilu, pour pouvoir ouvrir sa banane et manger ce qu'il y a dedans, il va évidemment l'étirer suivant la longueur pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Si vous voulez essayer de l'arracher dans le sens transverse, vous pouvez toujours y aller, c'est beaucoup plus résistant. C'est un matériau qui est fibreux et donc par nature anisotrope. Autre hypothèse, l'hypothèse de Navier-Bernoulli, hypothèse cette fois-ci géométrique liée aux déformations. On va considérer du coup que notre poutre, constituée donc d'une direction principale et de sections transverses, on va considérer que les sections transverses, lorsque la poutre va se déformer, les sections transverses vont rester parfaitement droites et perpendiculaires à la ligne moyenne. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la configuration non déformée, et à droite, vous avez la configuration déformée sous hypothèse de Navier-Bernoulli. Toutes les sections restent droites et perpendiculaires à la ligne moyenne. Et la configuration du dessous, on a l'hypothèse qui n'est pas vérifiée, c'est-à-dire qui ne relève pas de l'RDM, où vous avez des sections qui se déforment et qui ne restent pas perpendiculaires. Nous, on va considérer au niveau géométrique qu'elles sont suffisamment petites pour rester droites et perpendiculaires à la ligne moyenne.
Une nouvelle hypothèse maintenant. On va parler d'une hypothèse liée aux efforts, qui s'intitule l'hypothèse de Paré et de Saint-Venant. Qui dit la chose suivante, qui dit qu'en fait que les résultats qu'on va avoir dans le cadre d'une étude RDM, en fait ils sont valables uniquement à des lieux éloignés de l'application des charges concentrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un effort concentré au niveau d'une pièce, les résultats de l'RDM, on va considérer qu'ils sont valables quand on est suffisamment loin en fait de ce point d'application. Et également, les sollicitations, les efforts qui s'appliquent aux pièces, elles ne dépendent que du torseur associé aux charges. C'est-à-dire qu'il ne dépend que de la résultante, de la valeur de la résultante, résultant en effort et résultant en moment, au moment résultant. C'est-à-dire que quelle que soit la répartition de pression appliquée à la pièce, ce qui va compter, c'est surtout l'intensité de l'effort résultant. Donc en gros, il faut qu'on considère des pièces suffisamment étendues, avec des points d'application assez éloignés pour pouvoir avoir des résultats qui soient justes dans le cadre de la RDM. Et enfin, une dernière hypothèse liée cette fois-ci à la géométrie. On va donc considérer des pièces mécaniques déformables. En revanche, on va toujours rester dans l'hypothèse pour laquelle les déformations vont rester petites devant les dimensions de la poutre. On va considérer que la déformée de la ligne moyenne, les écarts liés au raccourcissement ici représenté delta sur le schéma, ils restent très faibles devant les dimensions de la pièce. Et d'une manière générale, lorsqu'on fera un exercice, on assimilera toujours notre poutre dans une configuration non déformée, c'est-à-dire un trait rectiligne, c'est ce qui va représenter en gros notre poutre. Maintenant que toutes les hypothèses sont posées, on va pouvoir commencer à travailler. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les efforts pour lesquels sont soumis nos pièces pour en déduire les contraintes, les déformer et ainsi de suite. Et pour cela, il va falloir poser des modèles, et notamment les modèles d'action mécanique qui s'appliquent sur les pièces. Et là, on va reprendre tout ce qu'on a déjà appris sur le sujet, c'est-à-dire que les actions mécaniques qui vont solliciter nos pièces seront des actions soit de liaison pivot, glissier, encastrement, bref tous les modèles de liaison déjà connus. Les actions réparties, en gros un champ de pression, donc une pression soit linéique, soit surfacique, soit volumique, sur une ligne, sur une surface ou sur un volume, appliquée du coup sur notre pièce, ou alors un effort concentré, une force ou un couple, appliqué en un point de la pièce. Et concernant les actions mécaniques qui s'appliquent sur nos pièces, on va pouvoir appliquer une simplification assez triviale, puisque les études qu'on va faire seront très souvent planes. On va se placer dans le plan avec une direction principale et puis des efforts dans le plan. Et pour du coup toutes ces études planes, il y aura un plan de symétrie évident dans le problème et on considérera que toutes les actions mécaniques s'appliquent du coup dans ce plan de symétrie. Une petite différence maintenant de représentation schématique des problèmes liés uniquement à la RDM. D'habitude, on représente toujours nos liaisons classiques, encastrement, pivot, glissière et ainsi de suite, de la manière définie par la norme. Dans le cas de la RDM, on va souvent utiliser des représentations comme celle que vous avez à l'écran, c'est-à-dire qu'une articulation, ça va uniquement être un triangle et un rond qui symbolisent en fait le fait que l'on peut tourner autour du point. L'encastrement en bas, c'est comme d'habitude, et la ponctuelle, c'est en gros une pivot posée sur des rouleaux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois tourner et à la fois glisser. Tout ceci en fait, c'est lié à une notion de degré de liberté uniquement dans le plan, puisque encore une fois, en étude RDM, on a assez souvent affaire à des problèmes de type plan. Donc voilà, ça c'est une nouvelle schématisation qu'il va falloir appliquer à chaque fois. Et ce qui est représenté évidemment à droite, vous l'avez compris, c'est les actions mécaniques associées à chacun de ces modèles de liaison dans le plan. Articulation, c'est-à-dire une pivot, vous avez les deux efforts. La ponctuelle, vous avez uniquement un effort suivant la normale au plan. Et l'encastrement, vous avez toutes les actions mécaniques, c'est-à-dire deux efforts et un couple dans le cas d'une étude plane. Du coup, ça signifie que si on considère l'exemple suivant, c'est-à-dire un arbre guidé par deux roulements, deux paliers roulants, donc là vous avez un roulement rigide habillé à gauche qui si on arrête toutes les bagues, peut se modéliser sous la forme d'une liaison rotule, et à droite vous avez un roulement à rouleau qui, si on n'arrête pas toutes les bagues, et de toute façon par nature les bagues étant inséparables, vous avez un glissement qui est permis, du coup il va être modélisé par une ligne linéaire annulaire. Et en gros, si on fait une étude plate et qu'on ramène ça dans le modèle plan, en fait ça revient à représenter la situation sous la forme suivante, donc avec une articulation à gauche et une ponctuelle à droite.
On a posé les hypothèses, on a posé les modèles, on a parlé un petit peu de la représentation schématique, et maintenant c'est parti, on va commencer à attaquer le cœur du problème, c'est-à-dire les efforts intérieurs, qu'on appelle aussi les efforts de cohésion. Pourquoi? Parce que bien entendu, la matière n'est pas monoatomique, hein, elle est constituée de différents éléments, et tous ces éléments, en fait, ils agissent les uns par rapport aux autres, il y a des efforts qui ont lieu dans la matière pour assurer tout simplement la cohésion de la matière. Et ces efforts sont donc appelés les efforts de cohésion, qui sont des efforts du coup intérieurs. En opposition avec ce qu'on a fait depuis le début de la prépa, on parlait d'efforts extérieurs, donc là on parle maintenant d'efforts intérieurs. Et ces efforts intérieurs, maintenant, on va chercher à les déterminer. Donc on va prendre le cas tout simple d'une poutre, et donc dans notre poutre et dans toutes les hypothèses de l'RDM, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer les efforts intérieurs? On va faire ce qu'on appelle une cassure, et cette cassure elle va nous permettre de mettre en lumière une chose. Là, ce qui est la chose suivante, vous allez avoir un côté qu'on va appeler S+, donc le côté à droite, c'est-à-dire positivement par rapport à la section, et S- à gauche, c'est-à-dire négativement par rapport à la section. Et donc, on va avoir deux côtés, S+, et S-, et on va définir comme ça l'action de cohésion, les efforts intérieurs, les efforts de cohésion, qui sont en fait l'action réalisée par la partie S+, sur la partie S-, puisque lorsque on utilise la pièce, donc il y a des efforts extérieurs qui interviennent, et pour ne pas que la pièce casse, vous avez une partie à droite qui va agir sur une partie à gauche pour bien tenir en fait l'ensemble de la pièce. Et tout l'objet de ce cours, ça va être de déterminer et de quantifier en fait ces efforts de cohésion. Et je précise bien une chose, la coupe ne se fait pas à un endroit fixe, là je l'ai représenté au milieu pour illustrer, mais bien entendu vous pouvez faire une coupe à n'importe quelle abscisse X sur la longueur de la pièce. Et donc une fois n'est pas coutume, cette nouvelle action mécanique, les actions de cohésion, on va les représenter par un torseur. Tout simplement un torseur d'action mécanique, donc 2S+ sur S- par définition, avec une résultante d'action mécanique et un moment lié aux actions mécaniques. Le tout défini en un point particulier qui est le point G, le centre de la section, défini à l'abscisse X. Et dans la suite du cours, on verra que pour caractériser complètement les sollicitations mécanique sur la pièce, on va représenter donc ces résultantes et ce moment de cohésion en faisant évoluer leurs composantes suivant toute l'abscisse X d'un bout à l'autre de la pièce, savoir s'il est beaucoup sollicité en un point particulier de la pièce pour savoir quel est le point critique pour lequel il y aura le plus d'efforts et pour lequel il va falloir s'intéresser pour le dimensionner de telle sorte que ça ne casse pas. On a donc une résultante du torseur de cohésion et un moment au niveau du torseur de cohésion. Et les trois composantes qui s'expriment du coup dans la base locale liée à la poutre, et avec toujours X sur l'axe longitudinal, Y et Z les axes transversaux. Et les différentes composantes de ces résultantes et moments, ils ont des noms particuliers. La composante longitudinale, donc suivant la normale à la section, on va appeler ça la composante de traction ou de compression, suivant en traction bien entendu si on tire sur la poutre, compression si on pousse suivant l'axe de la poutre. Après vous avez TY et TZ pour les efforts tranchants, voilà, c'est assez parlant comme vocabulaire. Donc si on veut solliciter en cisaillement la poutre, on veut la trancher, donc on parle d'effort tranchant ou de cisaillement. Et après les trois moments, vous avez un moment de torsion qui tend à faire une torsion au niveau de la poutre, donc un moment autour de l'axe X, et les moments de flexion qui tendent à faire fléchir la pièce tout simplement. Donc c'est un vocabulaire qu'il faut connaître, mais qui est quand même assez illustré, assez facile à mémoriser. À côté de cela, il s'agit donc d'un torseur d'action mécanique assez classique qui reprend du coup toutes les notations et toutes les conventions que vous connaissez déjà au niveau de l'outil torseur, c'est-à-dire que vous avez deux vecteurs, une résultante et un moment, qui peuvent s'écrire soit sous la forme de lignes, donc là vous choisissez la base que vous voulez. En général en RDM on n'a pas trop de problèmes de base, il y en a assez peu, en général il n'y en a qu'une, la base liée à la poutre. Donc souvent on les représente donc en projection dans cette base, N, T, Y, T, Z, MNT, MFY, MFZ, soit en ligne, soit en colonne. Il faut bien entendu préciser le point pour lequel vous exprimez ce torseur, qui est toujours le point G, le point de centre de la section à l'abscisse pour laquelle on considère le problème. Et après, on peut exprimer évidemment dans le plan si on a un problème plan. Dans ce cas-là, on n'a plus que l'effort normal, l'effort tranchant sur Y et un moment de flexion autour de Z. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout l'évolution en fait de ces composantes d'action mécanique de cohésion
tout au long de la poutre. Là ici vous avez représenté donc un exemple que je vais vous demander de traiter sur la page blanche que vous avez sur le cours. Et l'idée là c'est de faire quoi? C'est d'aller déterminer en fait, bon, d'une part le petit problème de statique, déterminer les actions au niveau de l'encastrement que vous avez à gauche, et une fois que ceci est fait, vous n'avez plus qu'à effectuer du coup votre problème de RDM, c'est-à-dire vous faites la cassure au niveau d'un point G sur une abscisse paramétrée X, et dans ce cas là vous avez S+, et S-, et vous allez me chercher en faisant l'isolement uniquement par exemple de S-, vous allez chercher du coup à exprimer les actions qui s'appliquent uniquement sur ce tronçon S-, qui vont être en fait l'encastrement et l'action de S+, c'est-à-dire l'action du torseur de cohésion. Et en faisant l'isolement, vous écrivez le PFS et vous m'écrivez directement que les différentes composantes de votre torseur de cohésion, N, TY, TZ, MT, MFY, MFZ, sont égales à des actions mécaniques liées en fait à l'encastrement que vous avez à gauche. Et en faisant ça, vous allez voir que certaines composantes sont constantes, d'autres ne sont pas constantes, d'autres sont nulles. Et ce que vous allez me faire, c'est que vous allez me tracer l'évolution, comme ce qui est représenté ici à droite, l'évolution des actions mécaniques, donc soit traction, compression, cisaillement, torsion, flexion, en fonction du point que l'on considère sur la poutre, du point d'abscisse X situé entre le point O et le point A. Et en faisant ça, on verra où est-ce qu'il y a le plus grand niveau d'effort. Donc c'est parti, à vous de travailler. Vous mettez la vidéo en pause le temps d'effectuer ce travail, et vous aurez le corrigé et la suite du cours juste après. Donc on est parti pour corriger ce petit exercice. Donc comme dit, on va commencer par le problème de statique, tout simplement. On fait l'isolement de la poutre, bilan d'action mécanique extérieure, vous avez l'action de la force F au point A, vous avez l'encastrement en haut, donc qui est un torseur complet, composante X, Y, Z, LMN. Vous transportez toutes les actions mécaniques en un même point, j'ai ici pris le point O, et une fois que vous avez fait ça, le PFS, théorème de la résistance statique, théorème du moment statique, vous avez un système avec 6 équations que vous pouvez résoudre, et une fois que vous avez résolu, vous avez exprimé toutes les inconnues de liaison en fonction de l'effort extérieur. Ici, on a un problème qui est isostatique, on peut déterminer complètement toutes les inconnues du problème. Jusque là, rien de neuf, c'est de la statique tout simplement. Maintenant, on va passer au problème donc, de RDM avec un paramétrage tel qu'il est représenté à l'écran, c'est-à-dire que vous avez votre situation avec votre poutre représentée sous la forme d'un trait. Les liaisons, ici, vous avez uniquement une liaison encastrement. On peut y représenter, comme ce que je l'ai fait encore une fois à l'écran, les actions mécaniques telles qu'on les a déterminées dans l'étude statique préliminaire. L'action mécanique extérieure F qui est toujours la même, qui n'a pas bougé. Et à partir de là, vous faites une coupure en G, donc vous représentez votre section, votre point G, le point S, la partie S-, la partie S+, et l'abscisse X qui représente la position de votre section qui encore une fois n'est pas figée, bien entendu. Et à partir de là, on va isoler le tronçon S-, faire le bilan d'action mécanique, pas un bilan d'action mécanique extérieure, mais un bilan d'action mécanique global, puisqu'il n'y a pas que d'action mécanique extérieure. Et ensuite, par l'isolement, donc par le PFS, on va pouvoir déterminer directement le torseur de cohésion, puisqu'il intervient naturellement en fait dans le bilan d'action mécanique et dans l'isolement du tronçon S- que l'on vient d'effectuer. L'écriture du PFS nous donne comme d'habitude 6 équations, 3 en résultant de 3 moments, qui va nous lier la composante de traction-compression, les deux composantes de cisaillement, la composante de torsion et les deux composantes de flexion aux actions mécaniques extérieures. Et à partir de là, en fait, vous avez exprimé complètement votre torseur de cohésion. Vous n'avez plus qu'à tracer l'évolution de ces composantes suivant l'abscisse X pour représenter ce qu'on appelle les diagrammes des efforts intérieurs. Et dans le cas présent, on se rend compte que les efforts de traction-compression et de cisaillement sont constants, que vous avez 3 composantes qui sont nulles, TZ, MT, MF, Y, ce qui en fait permet de conclure tout de suite qu'on avait en fait un problème blanc. Et vous avez un moment de flexion qui évolue suivant l'abscisse X. Au niveau du point A, en fait, vous n'avez aucun moment de flexion, ce qui est logique puisqu'on est au niveau du point d'application de l'effort, et le moment de flexion augmente en fait linéairement lorsqu'on se rapproche de l'encastrement, ce qui est logique puisqu'en fait vous augmentez progressivement le bras de levier, et du coup le moment généré par la composante verticale de l'action F en fait est maximum au niveau de l'encastrement, ce qui est tout à fait cohérent. Maintenant qu'on a appris à déterminer et à tracer un diagramme d'effort intérieur,
on va s'intéresser à une petite méthode qui permet de vérifier en fait vos calculs lorsque vous avez un cas de flexion, comme c'était le cas par exemple ici. En fait, parce qu'il existe un lien entre la composante du moment fléchissant et la composante de cisaillement, d'effort tranchant. En fait, on peut l'écrire en isolant un petit élément de poutre dx, donc entre deux sections, par exemple S1 et S2. Donc l'élément, s'il est soumis à de la flexion et à du cisaillement, vous allez avoir au niveau de la section S1, en fait l'action de S- sur une partie S+, donc en fait vous avez l'opposé du torseur de cohésion, parce que je rappelle que le torseur de cohésion est défini en fait par l'action de S+ sur S-. Donc là, si vous avez l'action mécanique de la gauche sur la droite, vous aurez donc l'opposé du torseur de cohésion, donc qui s'exprime en la section S1, et de l'autre bout de votre morceau de tronçon dx, vous avez S2, qui lui est soumis à l'action du torseur de cohésion, mais décalé de la distance dx. Donc vous avez du coup ty plus le delta sur ty, puisque vous êtes déplacé de dx, et la même chose sur le moment fléchissant autour de l'axe z. Et si on fait l'équilibre de ce tronçon dx en exprimant tout au même point, bien entendu, ici le point G2, vous pouvez écrire le TRS suivant y et le TMS autour de z, deux équations qui vous fournissent le résultat suivant, qui dit que l'effort tranchant, TY, est égal à l'opposé de la dérivée du moment fléchissant. Donc en fait, vous prenez votre moment fléchissant, qui dans le cas que vous aviez juste avant, c'était un moment fléchissant qui descendait d'une valeur maximale jusqu'à 0 le long de la poutre. Vous dérivez ce moment, donc là vous avez une droite, donc vous allez trouver moins quelque chose. Cette valeur de la dérivée du moment fléchissant par rapport à x, bien entendu, vous prenez l'opposé, donc moins dfzx, et cette valeur, en fait, ça vous donne directement la composante de l'effort tranchant. Et en fait, c'est dans le cas d'une flexion simple, donc avec du cisaillement et du moment fléchissant, lorsque vous écrivez le moment fléchissant, vous pouvez trouver directement l'effort tranchant. Et en fait, en écrivant cette relation, si elle est vérifiée, ça veut dire que votre calcul a été fait sans erreur. Dès que la relation est vérifiée, ça veut dire que, a priori, vous n'avez pas fait d'erreur. Donc maintenant, on est capable de déterminer toutes les actions intérieures à un solide, qui caractérisent en fait ce qu'on appelle les sollicitations de l'extérieur sur la pièce. Sollicitations qui peuvent donc être traction-compression, cisaillement, torsion ou flexion. Et une fois qu'on connaît ça, il faut en fait faire correspondre ces actions mécaniques à la dimension de la pièce. Si vous par exemple soumettez une aiguille à plusieurs kilogrammes en effort, elle va finir par casser si vous augmentez la charge. Vous soumettez donc cette même charge à une barre en acier de grande dimension, le même alliage d'acier, elle va évidemment résister sans aucun problème à la charge, puisque bien entendu les dimensions font que la pièce est beaucoup plus résistante. Et pour pouvoir du coup dimensionner de manière correcte les pièces mécaniques, il faut faire correspondre les efforts aux dimensions, et c'est la raison pour laquelle on va beaucoup plus travailler en termes de contraintes qu'en termes d'efforts. Et une contrainte, c'est quoi? Une contrainte, en fait, c'est un effort par unité de surface. C'est une unité qui se rapproche de la pression, et elle s'exprime la plupart du temps en mégapascal, MPa. Et 1 mégapascal correspond en unité SI à 1 newton par millimètre carré. Et cette notion de contrainte, c'est en fait celle-ci qui va être dimensionnante. C'est celle-ci qu'on va toujours afficher lorsqu'on fait un calcul mécanique tel que ceux que je vous affiche à l'écran. On va aller chercher les points pour lesquels la valeur de la contrainte est la plus élevée, c'est-à-dire la valeur d'effort par unité de surface de matière est la plus élevée, puisque c'est celle-ci qui va nous donner une information sur la tenue ou pas du matériau. Et d'un point de vue modélisation, en fait, on va rapprocher la notion de contrainte à la notion d'effort local. En chaque point en fait, de la section de la poutre, donc au niveau de là où on définit les actions de cohésion, on peut définir en fait une petite portion de surface ds sur laquelle on va définir un élément d'action mécanique. Donc un élément normal et un élément tangentiel qui vont se rapprocher en fait des actions de cohésion, bien entendu. Et de cette action locale, en fait, on va prendre cette action locale, on va la diviser par l'unité de surface ds, puisqu'encore une fois une contrainte c'est un effort par unité de surface. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça au niveau du point pour se rapprocher en fait le plus près possible de l'effort par unité de surface au niveau du point.
Et du coup, c'est comme ça qu'on définit la contrainte, c'est la limite quand la surface tend vers 0 de dr sur ds. Et on définit comme ça deux types de contraintes qui vont constituer, en faisant la somme, la contrainte totale au niveau du point. La contrainte normale, donc sigma, on met sigma indice n, mais souvent on écrit uniquement sigma. La contrainte normale, suivant n, et la contrainte tangentielle tau. Et en fait, la contrainte totale au niveau du point, c'est la somme de ces deux contraintes, tout simplement. Pour aller plus loin, on peut dire que la contrainte normale sigma, donc longitudinale par rapport à la poutre, elle est en fait due à des sollicitations soit de traction-compression, ou soit liées à un moment de flexion. Et les contraintes tangentielles sont liées soit à du cisaillement, entre guillemets pur, mais du cisaillement tout court, ou à des contraintes de torsion. Et du coup, on retrouve ce lien entre la contrainte et les sollicitations, de la même manière que vous avez un lien entre l'action locale et l'action résultante en modélisation d'action mécanique, vous avez le même entre la contrainte et la sollicitation, c'est-à-dire que les sollicitations sont ni plus ni moins que l'intégrale sur la surface des contraintes pour la surface. Donc vous avez directement que N, la sollicitation de traction-compression, c'est en fait l'intégrale sur la surface de la section, de sigma ds, et la sollicitation de cisaillement, c'est l'intégrale sur la section de tau ds, tau la contrainte de cisaillement, et vous avez la même chose au niveau des moments. Voilà, donc nous arrivons maintenant vers la fin de ce premier cours sur la résistance des matériaux. Donc, pour faire un petit bilan sur ce premier cours, qu'est-ce que vous avez à retenir? Bon, bien entendu, vous avez tout à retenir, mais plus particulièrement, il va falloir bien retenir et bien avoir compris toutes les hypothèses liées en fait à une étude de résistance des matériaux, hypothèses liées sur la géométrie, donc géométrie des pièces de type poutre, donc dimension prépondérante, et on établit tout un tas d'hypothèses liées aux efforts, c'est-à-dire l'hypothèse de Paris de Saint-Venant, l'hypothèse également liée à la géométrie, l'hypothèse de Navier-Bernoulli, les hypothèses liées aux matériaux qui se doivent d'être continus, homogènes et isotropes. Ensuite, vous avez à retenir la modélisation poutre, donc filiforme, en gros un trait, avec tout un tas de modèles de liaison que vous avez à connaître. L'axe X est en fait l'axe de la poutre, et le repère Y et Z en général toujours orienté Y vers le haut et Z sortant. Et à la suite de ça, vous avez à connaître les sollicitations type, donc je vous le rappelle, traction-compression, suivant l'axe de la poutre, cisaillement TY-TZ, donc perpendiculaire à la poutre. Le moment de torsion, c'est le moment autour de la poutre, et les deux moments fléchissants autour de Y et autour de Z. Ça définit en fait les composantes de votre torseur de cohésion, qui est ni plus ni moins que le torseur d'action mécanique de S+, agissant sur S-, dont vous avez à connaître en fait, la méthode pour le déterminer, c'est-à-dire que vous faites d'abord l'étude statique pour déterminer toutes les actions mécaniques. Une fois que vous avez fait ça, vous identifiez votre tronçon en faisant une coupe. Vous isolez soit S+, soit S-. En général, quand vous isolez S-, vous avez directement dans le bilan d'action mécanique l'action de S+ sur S-, donc directement la définition du torseur de cohésion. Et à partir de là, vous faites l'isolement soit de S-, vous déduisez votre torseur de cohésion, et vous êtes ensuite capable de m'exprimer les sollicitations en fonction de l'abscisse X, c'est-à-dire à quel endroit est-ce qu'on va venir couper la poutre, pour tracer derrière le diagramme des efforts intérieurs. Et à la suite de ça, on définit donc la contrainte, qui est ni plus ni moins que la sollicitation par rapport à la section. Mais je détaillerai beaucoup plus, pas un peu, mais beaucoup plus la partie contrainte dans un prochain cours. Pour le moment, ce que vous avez à savoir faire surtout, c'est déterminer le torseur de cohésion. Et pour ça, vous avez votre poulie d'exercice que vous n'avez plus qu'à ouvrir et à aller creuser dans le détail. Voilà, cette fois-ci, le cours est terminé. Si vous avez une question, toujours pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un email, ou sinon au prochain cours. J'espère que ça a été clair, et je vous dis à bientôt.